écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Bienvenue à Proie des mots, votre rendez-vous intellectuel sur les ondes de la 106.1 FM et en direct sur la télévision. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet d'une importance capitale pour notre avenir commun, la diplomatie et le développement durable. Nous recevons sur ce plateau de Proie des mots Mohamed Rassoul Ndiaye et Adja Fatou Ndiaye Dian, respectivement président et une des consultantes stratégiques du JDA, comprenée par jeunes diplomates africaines. Dans un monde où les défis environnementaux sont de plus en plus urgents, la diplomatie joue un rôle crucial dans la recherche de solutions durables. Rejoignez-nous alors que nous explorons les liens entre la diplomatie et le développement durable, ainsi que les initiatives innovantes de l'organisation Jeunes diplomates africains dans la construction d'un avenir responsable et respectueux de notre planète. Chers téléspectateurs de la 106.1 et chers auditeurs de la 106.1 FM, j'espère que vous êtes prêts à immerger dans cet univers de réflexion et d'action. Restez avec nous pour une émission remplie d'action et d'innovation. Mohamed Rassoul Ndiaye, vous êtes le président du JDA, Jeunes diplomates africains. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous, Sédina Omar. Je tiens à remercier toute la télé-école, la radio qui permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer sur des sujets de société et qui leur donne la possibilité surtout de proposer des solutions durables. Alors, je tiens à me présenter d'abord. Je suis Mohamed Rassoul Ndiaye. Je suis le président de l'organisation communautaire que sont les Jeunes diplomates africains, qui est une organisation apolitique à but non lucratif qui aujourd'hui fait la promotion de la question des relations internationales, de la protection de l'environnement, mais aussi des échanges interculturels. Aujourd'hui, l'objectif reste inchangé. Nous voulons contribuer à la formation des jeunes leaders africains et du monde entier de manière générale. Nos thèmes d'intervention sont très variés. Nous voulons intervenir sur des thèmes touchant à la paix, la sécurité, l'environnement et la gouvernance, qui constituent des enjeux géopolitiques majeurs dans notre société et auxquels les jeunes doivent pouvoir justement avoir un intéressement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je reçois aussi Adja Fatou Ndiaye Dian, une des consultantes de JDA, Jeunes diplomates africains. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Alors, on va parler de JDA et des activités de JDA. Parmi ces activités de JDA, il y a un concours que vous organisez chaque année. Je vous laisse parler de ce concours. Alors, le concours en question, c'est le modèle United Nations intitulé Jeunes diplomates Moon 2024, parce que c'est l'édition 2024. Donc, nous avons eu à revenir sur la pertinence de la thématique. Donc, ce concours permet tout simplement aux jeunes intéressés par les questions internationales de pouvoir plonger dans un environnement réaliste. Ils se mettront dans la peau d'un diplomate. Ils vont défendre la position d'un pays auquel ils seront affiliés dans une délégation de 5 personnes. Chaque membre de cette délégation-là aura à interpréter, à jouer un rôle bien spécifique. Dans une délégation, on peut avoir un ministre des Affaires étrangères, juste un exemple. Et pour le reste aussi, ils auront des postes bien définis qu'ils vont défendre et vont se mettre dans la peau de cet acteur-là. Et donc, pour cette édition, nous la faisons en collaboration, en partenariat avec la fondation Friedrich Naumann pour la liberté, qui est une fondation allemande qui œuvre pour la liberté et le respect des droits humains, et aussi l'Institut Joliba, qui est un institut, une ONG qui lutte contre le changement climatique et qui fait la promotion du développement durable à travers des actions, des activités concrètes, l'autonomisation des jeunes, entre autres champs d'action. Merci beaucoup pour la pertinence de cette intervention, Madame Adja Fatou Ndiaye Dian. Alors, je me tourne à ma gauche avec le président Mohamed Rassoul Ndiaye. Vous êtes le responsable, vous êtes le président de JDA, Jeunes diplomates africains. Alors, nos auditeurs qui nous écoutent sur la 106.1 FM aimeraient savoir le lien qui existe entre la diplomatie et le développement durable dans la promotion d'un avenir responsable. Alors, le développement durable en tant que tel est une notion de gouvernance mondiale. Donc, étant une notion de gouvernance mondiale, elle est directement liée à la diplomatie. Alors, je m'explique pourquoi c'est une notion de gouvernance mondiale, parce qu'elle a été élaborée par l'ONU. Le développement durable en tant que tel, c'est tout simplement l'ensemble des actions que l'on met en place
pour pouvoir assurer un avenir durable sur plusieurs plans, que ça soit sur la santé, que ça soit sur l'éducation, mais aussi sur l'environnement. Donc c'est pour ça que l'ONU en 2015 a ajouté à son planning d'activité ce qu'on appelle l'agenda 2030 du développement durable. Et c'est pour ça que la diplomatie est totalement liée au développement durable, parce que c'est une notion de gouvernance mondiale. Et aujourd'hui, lorsque l'on parle de diplomatie, il faut comprendre, dans le terme le plus générique bien sûr, la question de pouvoir avoir les États et de pouvoir les mettre autour d'un projet commun de paix pour pouvoir permettre la paix dans le monde entier. Donc c'est pour ça que la diplomatie est notamment liée naturellement au développement durable. Effectivement. Alors, je me tourne à ma droite. Adja Fatou Ndiaye Dieng. Comment les initiatives de JDA peuvent-elles inspirer d'autres organisations à s'engager davantage dans la diplomatie environnementale? Eh bien, j'aimerais dire que les initiatives de JDA peuvent servir de modèle à d'autres entités, d'autres organisations pour qu'ils puissent reprendre ce modèle-là afin de pouvoir contribuer à la sensibilisation et à la formation des jeunes. Parce que c'est ça l'essence même de l'association des jeunes diplomates africains. Outiller les jeunes, leur faire comprendre qu'ils font partie du maillon, qu'ils sont le maillon fort en fait de la chaîne de développement de leur pays, de leur continent, du monde entier. Et de ce fait, lorsqu'on les dote de formation, lorsqu'on les donne les outils nécessaires et qu'on les sensibilise aux enjeux mondiaux, aux urgences mondiaux, ils vont prendre le problème à bras le corps et pouvoir solutionner ça. J'ai déjà fait des initiatives à petite échelle, mais ça a un impact énorme, un impact large. Et donc, au fur et à mesure que nous posons ces actes, au fur et à mesure que nous outillons, que nous sensibilisons, que nous éduquons et formons les jeunes à des questions importantes d'envergure, une fois qu'ils seront en poste, une fois qu'ils seront fonctionnaires internationaux ou bien fonctionnaires au niveau national, ils pourront s'autosaisir de ces questions-là et ne pas prendre des décisions qui ne sont pas éclairées, prendre des décisions à l'aveuglette qui risqueront de compromettre le bien-être commun de la communauté dans laquelle ils évoluent. Donc, à travers les formations de JDA, si je comprends bien, le jeune dans sa formation est assez outillé pour pouvoir, une fois en tout cas fonctionnaire ou une fois diplomate, j'allais dire, être capable, être à même de prendre des décisions de façon responsable. Et donc, je reviens à vous, chez Mohamed Rassoul Ndiaye. Alors, elle a parlé de formation. Donc, j'imagine qu'il y a aussi des formations qui sont offertes ou en tout cas dispensées par le JDA. Alors, en quoi ces formations organisées par JDA peuvent-elles renforcer la compétence des jeunes en matière de diplomatie environnementale? Je pense même que ça va au-delà même de la diplomatie environnementale en réalité. Ça va dans la diplomatie, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, dans le sens le plus générique du terme. Parce que nous avons eu à effectuer actuellement, nous avons à notre actif plus de 2 formations. La première formation que nous avons eu à faire est la formation sur la résolution de conflits communautaires. La résolution de conflits communautaires est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, nous avons plus des guerres qui sont des conflits interétatiques. Nous avons des conflits que l'on appelle des conflits intra-étatiques. Et ces conflits intra-étatiques sont matérialisés par des guerres ethniques, par des guerres civiles. Et donc, de par cela, nous devons de comprendre ces conflits communautaires-là. Et nous avons eu à mettre en place une formation qui répond à cela. Deuxièmement, nous avons eu aussi à faire une formation sur le protocole diplomatique qui permet justement aux individus s'intéressant à la diplomatie de pouvoir savoir les étapes pour organiser une conférence diplomatique et même pour ceux qui veulent justement être diplomates, savoir quelles sont les étapes avant d'arriver. Parce que vous savez, lorsqu'on organise une conférence diplomatique, par exemple là, comme on est assis, il y a une manière de disposer les tables, il y a une manière d'accueillir les invités. Il faut tenir même en compte des enjeux géopolitiques. On ne met pas l'Iran et les États-Unis ensemble sur la même table, entre autres. Donc, c'est avec ces formations-là qu'on arrive justement à pouvoir mobiliser les jeunes sur ces questions de diplomatie-là. Concernant l'environnement, ce n'est pas une formation comme on a eu l'habitude de le voir, qu'on a eu à faire, c'est-à-dire être dans une salle avec un panéliste qui parle. Nous avons eu à effectuer 2 activités phares qui nous permettent de dire que nous sommes des acteurs qui sont engagés dans l'environnement. La première activité qu'on a eu à faire, en collaboration avec l'Institut Joliba, qui est une
ONG aujourd'hui qui fait la promotion de la protection de l'environnement et aussi du changement climatique. Cette ONG-là a eu à nous inviter dans une activité qui nous a permis de faire du reboisement tout au long de la VDN. Et donc, nous avons aussi eu, pour dire qu'on ne perd pas de temps, le lendemain matin, nous sommes allés à Thiès, à la forêt classée de Thiès, sous l'invitation de la Grande Muraille Verte. Nous avons eu à faire une séance justement de reboisement, de reforestation. Nous avons eu à former des jeunes sur les techniques de reforestation. Et donc, de par ces moyens pratiques-là, comme on dit learning by doing, on a pu justement former des jeunes à la diplomatie environnementale. Effectivement, je comprends par votre intervention deux choses importantes, c'est-à-dire que la formation, les formations que vous dispensez au sein de JDA, ce ne sont pas des formations classiques, comme vous le dites, où un panéliste entre dans une salle et dispense des cours, mais ce sont des formations pratiques. De la même façon, vous avez parlé pour montrer l'intérêt de JDA et de ses formations. Aujourd'hui, de plus en plus, on assiste à des guerres intra-étatiques. Jadis, on pensait que quand on parlait de guerre, la guerre classique, c'est une guerre entre deux États. Là, on pouvait régler le problème. Aujourd'hui, avec l'évolution de la guerre, la transformation de la guerre, on parle de guerre intra-étatique. Et comme vous l'avez superbement montré, effectivement, quand on parle de guerre intra-étatique, souvent, c'est à base de guerre, j'allais dire, ethnique, communautaire, tribale. Et donc, c'est important en tout cas ce que vous faites au sein de JDA. Alors, je vais revenir à vous, Adja Fatou Ndiaye-Dieng, et je rappelle que vous êtes une des consultantes stratégiques de JDA. Je profite de l'occasion pour féliciter JDA. Je vois qu'il y a la notion de parité dedans. Et ça, c'est important. Alors, Madame la consultante, quel impact les débats au style parlementaire de l'ONU ont-ils sur les politiques environnementales au niveau national et international? Alors, au sein de JDA, on organise des simulations, comme vous l'avez dit, des débats au style parlementaire de l'ONU. C'est-à-dire, on reproduit le modèle du Parlement onusien. Et à travers ces simulations-là, il y a plusieurs phases sur lesquelles on passe avant de pouvoir arriver à la simulation finale. Donc déjà, ce qu'on fait, c'est un appel à candidature pour pouvoir repérer la bonne graine et surtout les personnes qui sont intéressées par les questions d'envergure mondiale. Et à l'issue de cela, nous ferons les sélections nécessaires. Après les sélections, nous ferons des sessions de formation avec les jeunes, avec des modules généraux, des modules spécifiques en corrélation avec la thématique choisie. Cette année, nous allons organiser le Jeune Diplomate Moon, édition 2024, donc c'est la deuxième édition. Et la thématique de cette édition, c'est la sécurité alimentaire au Sahel. Avant cette édition, nous avons eu à faire un autre Moon, un autre modèle United Nations, l'année passée, sur la thématique de la désertification dans la zone du Sahel. Donc, c'est un peu une suite logique qui parle de sécurité alimentaire, qui parle de désertification, parlera forcément de sécurité alimentaire parce que ce sont deux domaines liés. Quand il y a désertification, la population n'aura pas accès direct à la terre parce qu'il y a pénurie de pluie, il y a rareté des ressources. Donc, à la longue, s'il continue à vivre dans cette précarité-là, cette population-là ne pourra pas subvenir correctement à ses besoins et pouvoir satisfaire ses besoins préliminaires, avoir de quoi mettre sous la dent. Donc, traiter cette thématique cette année de la sécurité alimentaire au Sahel nous permettra d'alerter davantage les autorités compétentes pour que des mesures nécessaires et efficaces puissent être prises pour qu'on puisse passer du stade de sécurité alimentaire et aller vers le stade de la souveraineté alimentaire parce que c'est ça l'idéal, c'est ça l'objectif de base de Jeune Diplomate Moon de cette édition. Je crois que c'est l'un des objectifs principaux de beaucoup d'États africains, la sécurité, la souveraineté alimentaire. C'est bien que vous nous parlez de ce que vous organisez, comme ça fait partie de vos activités phares, je crois, les Jeunes Diplomates Moon. Alors, Monsieur le Président, je vais me tourner, je vais parler avec vous. Donc, je voudrais que vous reveniez sur ce concours que vous organisez. C'est un concours? En effet, bon, c'est un concours qui se fait, on va dire, dans la collaboration. Alors, je m'explique. Alors, comme elle a eu à le dire, le modèle United Nations, MUN, c'est un sigle qui signifie Modèle United Nations. Et aujourd'hui, nous avons pris dans notre... Le modèle United Nations pour montrer que c'est inspiré du modèle des Nations Unies. Exactement.
Et aujourd'hui, dans notre mission justement de promotion des relations internationales au niveau de JDA, nous avons voulu pouvoir mettre les jeunes dans la peau d'un diplomate pour qu'on puisse leur permettre de proposer leurs solutions. On a facilement, nous les jeunes en tout cas, l'habitude de pouvoir, dès qu'on voit en tout cas, bon, pour les gens qui sont beaucoup plus aguerris de géopolitique et de politique de manière générale, qui l'analysent, on a beaucoup plus la facilité de voir par exemple une résolution du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale, ou même des politiques publiques, de les critiquer. Et on se pose souvent la question, ouais, pourquoi? Bon, maintenant c'est plus Macky Sall, maintenant je pense qu'il va en prendre Diomaye. Ouais, pourquoi Diomaye fait ça? Pourquoi Diomaye fait ça? Maintenant, on a essayé d'ouvrir un cadre pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir exprimer justement leurs avis par rapport aux problèmes mondiaux. Donc, c'est ce qu'on a appelé le jeune diplomate Model United Nations de cette année. Alors, ce MUN va se concentrer justement sur la sécurité alimentaire au Sahel. J'aime beaucoup expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème-là justement de la sécurité alimentaire au Sahel. C'est parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, comme j'ai l'habitude de le dire, hormis même le caractère assez ineffable en termes de raréfaction des ressources au niveau des terres africaines, comme elle a eu à l'expliquer avec la désertification, c'est un problème extrêmement multidimensionnel. Multidimensionnel dans quelle mesure? Alors, lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, on parle de beaucoup de choses en même temps. On parle de paix, on parle de sécurité, on parle d'environnement, on parle aussi de gouvernance. Je m'explique. L'exemple que j'aime prendre, bon, je ne vais pas le dire ici parce que c'est un peu compliqué, c'est un problème qui persiste, donc je vais prendre une image. Imaginez-vous deux ethnies qui se battent. Et ces ethnies-là n'ont pas, comme j'ai eu l'habitude de le dire, la même conception de l'utilisation de la terre. Certains ont la conception de l'utilisation de la terre comme moyen de pâturage, d'autres ont une conception de l'utilisation de la terre comme moyen d'élevage, comme moyen d'agriculture plutôt. Et les autres, ceux qui l'utilisent comme moyen de pâturage, sont beaucoup plus des éleveurs. Ensuite, il y a un problème environnemental qui se pose, qui est la désertification. Avec la désertification, on observe que les terres commencent à perdre de leur valeur et elles commencent aussi à perdre en durabilité. Donc, ce qui se passe, c'est que les populations qui ont l'habitude, parce qu'il faut le dire, en Afrique, il y a 60% des terres des zones qui ne sont pas urbanisées. Donc, ça devient compliqué. Donc, plusieurs personnes vivent d'agriculture et d'élevage. Donc, ces personnes-là qui sont sur ces territoires-là et qui vivent d'agriculture et d'élevage sont obligées de se déplacer. Et là, on assiste à un problème environnemental qui se transpose à un autre problème, qui est un problème de migration. Ensuite, ce problème de migration-là va amener à un problème sécuritaire. Pourquoi? Parce que lorsque ces populations-là vont se déplacer de ce point-là pour aller à l'autre point, ils vont A à un point B. D'un point A à un point B, mais à ce point B-là, ils vont trouver des gens là-bas. Et lorsqu'ils vont trouver des gens qui n'auront peut-être pas, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, la même conception de la terre comme moyen d'élevage ou moyen d'agriculture, eux aussi, à leur niveau, eh bien, ils peuvent se faire la guerre parce que, par exemple, si c'est des éleveurs qui se déplacent pour aller voir des agriculteurs, ils vont amener leurs bêtes et leurs bêtes vont commencer à brouter l'herbe des agriculteurs. Effectivement. Ensuite, là, ça amène un conflit sécuritaire. Ensuite, c'est là que les guerres commencent et ça peut même amener justement le terrorisme. Parce que le terrorisme n'entre jamais dans des zones qui sont infertiles à la radicalisation. Ils viennent, ils vont voir un groupe, ils vont leur dire « Ok, d'accord, ils sont en train de vouloir vous voler », ils les radicalisent, ils leur présentent la charia violente. Ensuite, ils leur donnent des armes plutôt, et ils leur transmettent leur idéologie. Donc, ça veut dire que quand on règle la question de la sécurité alimentaire, il y a plusieurs sous-thématiques qui sont présentes. Et c'est pour ça que nous avons voulu prendre ce thème-là qui est extrêmement général, pour ne pas nous concentrer sur un thème beaucoup trop spécifique et qui risque justement de devoir régler quelque chose de spécifique. Nous voulons régler énormément de choses à la fois et je pense que c'est la mission de jeunes diplomates africains de proposer des solutions innovantes et de pousser les jeunes à proposer des solutions innovantes aussi. C'est très, très, très pertinent. Vous montrez que c'est une succession de problèmes et Exactement. que pour régler ces problèmes-là, il faut en régler une. Exactement. Le problème de base. Et ça, c'est important. Je crois qu'aussi nos dirigeants devraient entendre cela. Oh, parce que dans nos pays aussi, souvent, c'est le cas. Il y Ouais. a toute une succession de problèmes et on veut régler le dernier problème. Et il n'y a pas souvent cause à effet direct. Parce En qu'il effet. faut régler le premier problème avant Tout de... à fait. C'est très, très pertinent. Alors, je vais rester avec vous, monsieur le Président. Et j'espère que ce sera sans conséquence pour Madame la consultante. Alors,
vous organisez des séances de formation, vous organisez un concours en collaboration. Et ce concours, vous l'avez dit, c'est le Jeune Diplomate Moon, donc inspiré du modèle des Nations Unies, sous le thème de la sécurité alimentaire au Sahel. Je rappelle juste avant la question à nos auditeurs de la 106.1 FM et à ceux qui nous regardent sur la télévision Télé-École que vous êtes en votre émission Pouvoir des mots et qu'aujourd'hui nous recevons les jeunes diplomates africains qui reste une organisation communautaire. Nous avons ici le président Mohamed Rassoul Ndiaye à ma gauche et à notre droite, nous avons Adja Ndeye Fatou Ndiaye Dieng qui est une des consultantes stratégiques de cette organisation. Alors, président, quels sont les avantages des marches climatiques pour la promotion des solutions innovantes en matière de lutte contre le changement climatique? Alors, merci pour la question, elle est très pertinente. Alors, les marches climatiques aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir ici, en tout cas en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, c'est surtout un problème, au-delà même de l'action de faire une marche, c'est surtout un problème sur lequel les médias n'insistent pas beaucoup. Et les marches climatiques aujourd'hui, elles ont quelques missions. La première mission des marches climatiques, c'est une mission de conscientisation. La deuxième mission des marches climatiques, c'est une mission justement de revendication de politiques publiques allant vers l'éradication du réchauffement climatique, mais aussi les marches climatiques permettent, à notre niveau aussi, de pouvoir proposer des solutions et de pouvoir nous mobiliser par rapport aux problèmes environnementaux qu'on a aujourd'hui dans notre monde, mais surtout aussi en Afrique. Effectivement. Alors, Madame, l'une des consultantes stratégiques, parce que vous avez beaucoup de consultants dans l'organisation 2. Alors, c'est parfait. Alors, je vais revenir à vous. Et cette question est liée aussi à la jeunesse qui est principalement visée, si je ne m'abuse, en tout cas, qui est votre cible principale. Alors, comment ces jeunes-là peuvent-ils être mieux impliqués dans le processus décisionnel lié au développement durable à l'échelle mondiale? Parce que vous préparez ces jeunes-là à avoir tous les bagages nécessaires une fois en poste, par exemple. Alors, comment ces jeunes-là peuvent être mieux impliqués dans ces processus décisionnels liés à tout ce qui est du développement durable à l'échelle mondiale? Premièrement, il faudra déjà que ces jeunes-là soient intéressés par la question. Et s'ils manifestent cette envie, cet intéressement-là vis-à-vis de la question d'envergure, nous allons tout simplement les recueillir, les former, les doter d'outils nécessaires pour qu'ils puissent être compétitifs sur la scène internationale et aussi sur la scène nationale, bien évidemment. Parce qu'on ne veut pas faire ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, former les jeunes pour qu'après, ils quittent le pays pour aller dans un autre pays et travailler là-bas ou bien exercer leurs fonctions au sein de ce pays-là. Nous voulons qu'ils restent ici au Sénégal pour qu'ils puissent contribuer au développement de ce pays à travers des formations, à travers des masterclass que nous ferons parce que tout à l'heure, il a eu à parler des formations environnementales que nous faisons. En dehors des reboisements, il y a aussi des masterclass que nous organisons à travers l'outil ESG. L'outil ESG, c'est c'est environnement, S, c'est social, G, c'est gouvernance. Donc, si on forme les jeunes leaders porteurs de projets durables ou bien qui ont déjà des entreprises qui œuvrent dans le sens du développement durable, quand on les dote de ces outils-là, de ce critère ESG-là, ça les permettra d'être compétitifs. Pourquoi? Parce que de nos jours, de plus en plus de recruteurs sont attentifs et sont sensibles par rapport à cette question d'intégration de l'outil ESG dans les démarches de l'entreprise. Parce que ça les permettra tout simplement d'évaluer si cette entreprise respecte l'environnement, comment est-ce que cette entreprise gère ses salariés, comment est-ce que cette entreprise interagit avec la communauté, avec son organisation de façon générale. La question de la gouvernance, c'est comment l'entreprise est dirigée. Donc, si on donne ces outils-là à ces jeunes qui sont porteurs de projets durables, ils vont pouvoir éclore leurs talents et pouvoir respecter à leur niveau avant d'être en poste
l'environnement et tout ce qui tourne autour. Et tout ce qui tourne autour de De l'environnement. l'environnement et du développement durable. Et du développement durable, très intéressant. Alors, Monsieur le Président, vous faites dans le reboisement, vous disiez tout à l'heure qu'en collaboration avec une ONG, vous avez fait le reboisement tout au long de la VDN, vous avez été invité à Thiès aussi pour donner une formation sur ça. Alors, je vais rester donc sur ce reboisement. Et la question que j'aimerais poser, c'est comment le reboisement peut-il en tout cas être utilisé comme outil diplomatique pour promouvoir la coopération internationale en faveur de la préservation de l'environnement, justement? Alors, je pense que c'est très simple. Il faut juste prendre un exemple d'une initiative de l'Union africaine, qui est la Grande Muraille Verte. Aujourd'hui, la Grande Muraille Verte a pu prendre justement le reboisement comme arme diplomatique pour pouvoir permettre aux États de pouvoir mettre en place des politiques qui vont dans le sens de l'environnement. Alors, je vais peut-être mieux expliquer ce qu'est la Grande Muraille Verte et peut-être ses missions. Alors, la Grande Muraille Verte, c'est une initiative de l'Union africaine, si je ne me trompe pas, qui a été lancée dans les années 2000 et qui a permis justement de mettre en place un projet de planter des arbres du Sénégal jusqu'à l'Érythrée, c'est-à-dire de l'océan, dans tout le Sahel, c'est-à-dire de l'océan Atlantique jusqu'à la mer Rouge. Et ce projet-là, qui est extrêmement pharaonique, est en train d'être mis en place et permet de prendre le reboisement comme arme diplomatique, de pouvoir permettre la durabilité environnementale aussi. Cela est en train de réussir? Bon, alors, actuellement, c'est pas vraiment en train de réussir parce qu'il y a, dans l'agenda de l'État, il y a énormément de choses qui est en train de freiner la Grande Muraille Verte. Parce qu'il faut comprendre que l'État, dans sa principale mission, l'État a ce qu'on appelle les missions régaliennes. Et la première mission régalienne de l'État, c'est les deux principales missions, en tout cas, c'est de promouvoir le vivre ensemble dans la communauté. Et deuxièmement, c'est de pouvoir permettre la sécurité, justement, des populations. Et aujourd'hui, avec tous les enjeux sécuritaires qui existent, qui sont beaucoup plus en vue, même si il faut pas oublier que l'environnement est un enjeu sécuritaire aussi pour nous tous. C'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Aujourd'hui, les menaces comme le terrorisme, les menaces comme l'extrémisme violent, parce qu'il y a une petite nuance entre extrémisme violent et terrorisme, il faut pas l'oublier. Et cela contribue en effet à ce que les États ne prennent plus le temps de pouvoir justement être à fond sur la Grande Muraille Verte. Et la troisième raison, et je pense que c'est surtout le plus gros problème au niveau de l'Afrique, c'est un problème de financement. Et aujourd'hui, l'Union européenne et d'autres organisations financent l'Union africaine et cela contribue au fait aussi que il n'y a pas cette autonomie financière-là qui permet justement le financement des projets comme la Grande Muraille Verte. Effectivement, c'est le problème principal de la plupart des organisations d'intégration africaine, l'autonomie financière. Alors, il y a un proverbe qui dit que l'expérience est mieux que la connaissance. Moi, j'habite les parcelles. Souvent, quand j'allais à l'école, au lycée, il y avait une école privée en face de notre lycée et j'avais bien aimé l'écriture qui était peinte, en tout cas devant le bâtiment de cette école. L'expérience fait la différence. Alors, pourquoi parler d'expérience? Parce que sûrement avec l'expérience de JDA, il y a des leçons qui ont eu à être tirées par rapport à tout ce que vous faites. Alors, quelles sont les leçons apprises grâce aux expériences de JDA dans la promotion de la diplomatie environnementale? Vous, en tant que membre éminente de cette association, de cette organisation communautaire, j'allais dire, donc vous avez cheminé avec le président, avec d'autres membres, et donc dans le cadre de votre travail, dans le cadre de vos missions, il arrive que vous faites face à des situations compliquées, peut-être pas compliquées, et que vous devez prendre des décisions. Il y a toute une expérience à vivre avec tout ça. Alors, quelles sont les leçons que vous avez apprises dans JDA? Alors, premièrement, la première leçon apprise, c'est comment faire pour répondre à la forte demande en termes de formation, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, de femmes, d'hommes qui sont intéressés par les activités de JDA. Ça, c'est en externe. Maintenant, en interne, il y a des conflits de calendrier parfois qui peuvent se poser. Et quand cela se pose,
Et il y a une commission habilitée qui va prendre les décisions nécessaires pour pouvoir statuer sur le problème sans pour autant alerter le maximum de personnes possible. Donc, on a organisé l'association de sorte à pouvoir gérer nos problèmes à notre niveau, nous, en tant que jeunes. Donc, on s'est auto-responsabilisé et chacun, à son niveau, fait ce qu'il a à faire pour ne pas avoir un impact négatif sur les agissements des autres ou bien le champ d'action des autres. Donc, c'est ça, en fait, la structuration de JDA qui permet aujourd'hui à JDA de pouvoir faire des actions concrètes qui ont un impact large. Comme je disais tout à l'heure, JDA fait des initiatives à bas échelle, à petite échelle, mais ces impacts sont d'ordre large, mondial, voilà. Effectivement. Alors, on va rester peut-être la dernière question chez le président sur ces expériences-là. Et donc, pour parler des barrières, des problèmes auxquels vous faites face. Alors, chez le président, quelles sont les principales barrières à une diplomatie efficace entre la promotion du développement durable? Alors, je pense que ça rejoint un peu ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport à la Grande Muraille Verte. C'est parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres enjeux géopolitiques qui freinent l'avancée du développement durable. En tout cas, le développement durable dans le sens de l'environnement. Parce que le développement durable est extrêmement large. Très large. Et extrêmement large, comme on l'a eu à le concevoir. Alors, ce qui freine surtout, je pense, les questions d'environnement, c'est deux choses. C'est les questions sécuritaires, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure avec le terrorisme, entre autres. Aujourd'hui, Al-Qaïda au Maghreb islamique est en train d'être stoppé par le Mali, mais il continue quand même d'exercer ses actions. Parce que comme a l'habitude de le dire le directeur du Timbuktu Institute, il dit souvent qu'on ne tue pas une idéologie avec une Kalachnikov. Et cela demande un travail beaucoup plus profond de l'État. Cela demande de développer l'économie des pays. Cela demande aussi de développer l'éducation aussi. La deuxième chose qui empêche le développement durable dans le sens de l'environnement, c'est surtout aujourd'hui la question des industries extractives de ressources pétrolières et gazières, entre autres. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises-là ne respectent pas nécessairement les engagements internationaux qui ont été pris pour ça, et ils ne respectent pas aussi les portions qu'on leur alloue. Et ça amène à une autre question, c'est la question aussi de la gouvernance et de finalement la souveraineté des États africains. Est-ce que même les États africains à leur niveau ont conscience de ce que font les entreprises étrangères sur leur territoire? Que je ne parle même pas des quantités qui sont prises dans le sol, je parle surtout des risques environnementaux que ça coûte. Et peut-être qu'on va en parler dans l'autre question. Je pense qu'il y a une question qui parle du rôle des jeunes aujourd'hui dans la durabilité environnementale, j'y reviendrai, mais c'est ça surtout qui bloque la durabilité environnementale aujourd'hui. Effectivement, et nous allons poursuivre sur cette lancée. Comment aujourd'hui les initiatives de JDA peuvent-elles contribuer à accroître la sensibilisation du public aux enjeux de développement durable? Alors oui, ça ramène aussi à tout ce qu'on fait au niveau de jeunes diplomates africains. Ça ramène à cette mission de promotion des relations internationales. Quand on parle de promotion des relations internationales, on ne parle pas de publicité en tant que telle. On parle surtout de pouvoir faire comprendre aux jeunes l'importance de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Parce que vous savez, au niveau de l'ONU, ils sont quelques milliers de personnes qui décident pour 8 milliards de personnes. Donc, très sincèrement, je pense que moi, s'il y a quelques milliers de personnes qui décident pour moi et pour les 8 autres milliards de personnes qui existent sur cette terre, je pense que je dois m'intéresser à ce qu'ils sont en train de faire entre eux. Et je pense que c'est aussi une ébauche, une brèche plutôt, pour pouvoir éliminer, entre guillemets, la corruption. Parce que la corruption est naturelle dans la société. Mais le fait que les jeunes aient de plus en plus conscience de ce qui se passe au niveau des relations internationales, au niveau de l'État, au niveau des politiques publiques, peut permettre à ce que lorsque il y a de la corruption qui existe, lorsqu'il y a détournement de deniers publics, on puisse être au courant et on puisse justement proposer des solutions face à ça et se soulever par rapport à ces problèmes. En ce sens, oui, c'est ça, mais en ce sens, comment les jeunes doivent se comporter dans la recherche de solutions, ainsi de solutions durables aux défis environnementaux mondiaux? Alors, vous savez, il y a une citation que j'aime beaucoup. Elle dit, entre autres, que les petits esprits parlent des gens, les moyens esprits parlent des événements et les grands esprits cherchent des solutions. Aujourd'hui, on doit essayer
de trouver des solutions. Vous savez, dans le développement, il y a toujours deux conceptions. Il y a la conception top-down du développement et la conception bottom-up. La conception top-down, c'est tout simplement le fait que l'État en lui-même puisse aider les collectivités et les communes à se développer. Mais la conception bottom-up, c'est tout simplement la conception selon laquelle les collectivités, les associations, les ONG, en bref, tous les membres de la société civile doivent pouvoir mettre en place des actions pour pouvoir développer leur continent et justement leur commune. Moi, je le dis très souvent, j'ai la profonde conviction que si chaque organisation de jeunes se mettait sérieusement au travail, s'organisait, trouver des projets, pouvait justement essayer de trouver des solutions pour la communauté là où ils vivent, si chaque communauté essayait de faire ça, je pense qu'on serait dans un développement économique et social fulgurant et qu'on n'aurait pas énormément de problèmes. Et ça passe par beaucoup d'autres choses. C'est un très long processus. C'est une mission de conscientisation. Et au niveau de jeunes diplomates africains, on est en train de prendre ces initiatives-là pour pouvoir conscientiser la jeunesse aux enjeux qui les entourent. C'est effectivement ce qui pourrait nous permettre de passer de cette approche de politique publique Exactement. à sociologie de l'action publique. Exactement. Exactement, c'est très important. Alors, dernière question, puisque le temps qui nous est imparti arrive malheureusement à son terme. Alors, Adja Ndeye Fatou Ndiaye Dia, je vais dire Adja Fatou Ndiaye Dia. Alors, vous allez m'excuser. Alors, quels sont les défis futurs auxquels JDA, Jeune Diplomate Africain, pourrait être confronté dans sa mission de promotion de la diplomatie et du développement durable? Alors, je pense que j'ai eu à le dire dans l'une de mes réponses. Déjà, comment répondre à la forte demande en termes de formation, parce que les jeunes s'intéressent aux actions de JDA. Deuxièmement, comment mobiliser les fonds nécessaires pour pouvoir concrétiser d'autres projets beaucoup plus impactants qui pourra drainer beaucoup plus de monde, qui pourra être bénéfique à beaucoup plus de jeunes. Donc, ce sont ces deux défis-là que moi, à mon niveau, en tant que consultante stratégique, que j'ai eu à identifier et auxquels JDA pourrait faire face dans un futur proche. Dans un futur proche. Et ouais. Pour nos chers auditeurs qui nous écoutent depuis les ondes de la 106.1 FM et aussi nos téléspectateurs qui nous regardent sur la télévision Télé-École, quel est le dernier mot que vous leur lancez? Je les remercie déjà pour l'écoute et la visualisation pour les spectateurs, de nous avoir, vous aussi, accordé ce temps d'antenne-là pour pouvoir présenter nos initiatives qui pourront être bénéfiques à d'autres et pourront permettre à d'autres aussi de découvrir ce que fait JDA. Et donc, nous invitons toutes les organisations de jeunes à répliquer le modèle pour pouvoir permettre à d'autres jeunes de pouvoir, à leur niveau aussi, bénéficier de ces avantages-là, de ces possibilités-là pour pouvoir éclore leurs talents et renforcer leur compétitivité sur le marché international. Parce que l'école ne nous donne pas tout. Si l'école nous donnait tout, je pense que JDA n'allait pas faire des formations, des sessions de renforcement de capacité, des masterclass entre autres, des panels, etc., des MOON, des Model United Nations. Donc, c'est pour contribuer à la formation de cette jeunesse, à sa conscientisation. Parce que ce sont les jeunes d'aujourd'hui là qui vont être les dirigeants de demain. Et on ne va pas attendre jusqu'à être en poste pour aller se former. Ça commence maintenant. Et c'est maintenant qu'on vous appelle à l'action. Venez nous rejoindre pour qu'on puisse ensemble travailler l'Afrique, ensemble participer à l'éclosion des talents des jeunes. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces notes inspirantes à l'éclosion de l'intellect de la jeunesse. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir. Monsieur le Président, à vous aussi, en vous remerciant davantage et d'avance. Quels sont vos derniers mots pour nos chers auditeurs et téléspectateurs? Bien, merci. Je tiens déjà à remercier Télé-École pour l'invitation, mais surtout pour la disponibilité. Et le fait d'offrir, comme j'ai eu à le dire, aux jeunes, une plateforme pour pouvoir s'exprimer librement et donner leurs idées par rapport aux problèmes de société. Par rapport à notre thème, peut-être la dernière chose que j'aimerais dire, une dernière statistique, c'est que une dernière statistique qui, à mon avis, est très criante et qui nous interpelle tous, c'est que vous savez, le niveau de la mer est en train d'augmenter va augmenter de 50 cm d'ici à 2050. Et donc, elle est très criante dans quelle mesure? Vous savez, lorsqu'on parle de réchauffement climatique, entre autres, et de durabilité environnementale et de relations internationales, surtout lorsqu'on parle de crise de la disponibilité des ressources en eau, etc., on voit toujours des statistiques qui vont en 2100, 2050, 2075.
je ne sais pas, comme on dit Allahu A'lam, c'est pas ma maman qui va vivre en 2100, c'est pas mon papa qui va vivre en 2075, c'est pas ma grand-mère, mon grand-père non plus. Ce sera nous qui peut-être serons en vie à ce moment-là et qui devront faire face à ces enjeux-là. Et je pense qu'il est mieux de prévenir que de guérir. Et je pense que j'appelle tous les jeunes, justement, comme Adja l'a fait, à l'action. On n'est pas nécessairement ici pour pouvoir faire la promotion de JDA en tant que tel. On vous suggère de rejoindre JDA, mais on vous suggère aussi de vous organiser entre vous, de pouvoir justement trouver des initiatives. Et ne vous dites pas surtout que, parce que nous, Adja et moi, nous ne sommes pas payés, on n'a pas d'argent dans ce qu'on fait, on n'a absolument rien du tout. Je pense qu'il faut donner aux jeunes l'amour de l'engagement communautaire. Si je peux me permettre une dernière phrase peut-être, souvent on me demande mais tu es président, tu n'as pas d'argent, tu te fatigues, tu fais des TDR jusqu'à 1h du matin, tu lis des documents. Je leur dis que il faut être acteur de sa société, mais surtout il faut développer des compétences pour qu'on puisse être payé sur ces compétences-là. Et c'est en étant dans des associations, des ONG qu'on les développe. Donc j'appelle tous les jeunes à l'action. Merci. L'action et au don de soi. Exactement. Sur ces notes inspirantes et engagées, nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission Proie des mots. Nous avons exploré, chers auditeurs, les interactions entre la diplomatie et le développement durable, mettant en lumière les efforts louables de l'organisation JDA, Jeunes Diplomates Africains, pour bâtir un avenir responsable, respectueux de notre environnement. Nous espérons que cette émission va non seulement informer, mais également inspirer à agir pour un monde meilleur. Chers auditeurs, n'oubliez pas, chaque geste compte dans la construction d'un avenir durable. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure intellectuelle. En attendant, la diplomatie et du développement durable, c'est l'avenir du monde et la paix durable repose sur ça. C'était Proie des mots avec Seydina Omar Niang, avec mes très charmants invités pertinents. Merci d'avoir resté avec nous tout au long de cette émission. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir resté avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Proie des mots. D'ici là, restez avec nous sur la 106.1 FM. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation.